Le 18 août 1967, le tsar russe Pierre le Grand arrive incognito dans la ville portuaire néerlandaise de Zaandam. Le but de son voyage, apprendre à construire des navires. Bien sûr, cela peut sembler peu conventionnel, mais c'était le but de toute l'expédition de Pierre en Europe occidentale. C'est la première fois que le tsar quitte la Russie en temps de paix, et ce pendant 18 longs mois. C'est aussi la première fois qu'il tente d'établir de véritables relations diplomatiques avec des souverains, de l'Angleterre à Vienne. Et bien sûr, c'est la première fois qu'un puissant dirigeant de l'Empire russe décide de découvrir par lui-même ce qu'il faut pour construire de bons navires. Pierre le Grand a passé plusieurs mois dans les docks de Zaandam, puis d'Amsterdam. En quelques années, la Russie, un pays qui n'avait à l'origine qu'un seul port, allait devenir une puissance navale. Pierre Alexeyevitch est né le 9 juin 1672 de la deuxième épouse du tsar Alexis Ier Mikhailovitch, Natalia Kirillovna Narishkina. Son père meurt 3 ans et demi plus tard, et le demi-frère aîné de Pierre, Fiodor, monte sur le trône de Russie. Mais après 6 ans, il est mort aussi. Sans descendant, une lutte éclata dans l'Empire pour savoir qui des frères, l'âge avancé et malade Ivan, ou son demi-frère Pierre de 10 ans, le remplacerait. La Douma des boyards, l'organe suprême de l'État, a finalement voté pour Pierre. Mais Sofia, la sœur d'Ivan, n'allait pas abandonner sans se battre. Elle réussit à rallier les unités militaires de Moscou, appelées les Fusiliers, de côté de son frère, et, avec leur aide, elle finit par remporter une victoire partielle. Pierre et Ivan allaient régner ensemble. Mais la réalité est tout autre. Ivan, malade, et le petit Pierre ne font qu'un. En réalité, c'est Sofia, nommée régente, qui prend toutes les décisions. On dit même que le trône commun était percé d'un trou à l'arrière pour qu'elle puisse écouter les conversations importantes et chuchoter les réponses à ses frères. Mais Peter ne s'en préoccupe pas trop. Il préfère jouer avec des bateaux ou avec sa petite armée, bien que réelle, les régiments de plaisir, plutôt que de régner. À 17 ans, cependant, sa mère décide qu'il est temps pour lui de commencer à prendre son rôle au sérieux et le marie à Yevdokia Lopukina, fille du noble boyard. La même année, Pierre envoie sa demi-sœur Sofia, qui avait jusqu'alors gouverné pour lui et Ivan, s'isoler au monastère. Mais aujourd'hui encore, il n'est pas un souverain au sens propre du terme. Pour une fois, c'est sa mère qui prend toutes les décisions à sa place. Suite au décès de sa mère en 1694, Pierre assume pleinement la souveraineté de son pays. Lorsque son demi-frère Ivan meurt 2 ans plus tard, Pierre peut enfin s'atteler à la réforme de la Russie arriérée. Il convient ici de rappeler dans quel état Pierre a pris contrôle de la Russie. Un pays de 35 millions d'habitants avait non seulement une infrastructure médiocre, mais aussi une mauvaise réputation internationale. Le nouveau tsar veut changer tout cela. Son premier objectif est de réaliser son rêve d'enfant, faire de la Russie une puissance navale. C'était une tâche difficile. Son pays n'avait à l'époque qu'un seul port, Arkhangelsk. En 1695, Pierre tenta donc d'accéder à la mer d'Azov, et par conséquent à la mer Noire. Bien que la campagne contre les Turcs soit un échec, Pierre n'abandonne pas. En juillet 1696, il revient, conquiert Azov pour la 2e fois et établit plus tard la base navale de Taganrog. C'est le début de ses succès dans le monde. Sous les Ottomans, il devient évident que Pierre aura besoin d'alliés en plus d'une armée forte s'il veut poursuivre son expansion. En 1697, il rejoint des dirigeants européens pour des rencontres diplomatiques dans l'ouest du continent. En même temps, il ne veut pas que l'on sache que le tsar a abandonné son empire. Il fait donc le voyage sous le pseudonyme de Piotr Mikhaïlov. Mais peu de gens se laissent en tromper. Mesurant 2 maîtresses, le tsar Pierre le Grand est difficilement interchangeable. Bien qu'il apprécie le voyage en admirateur de la culture occidentale, les discussions politiques ne se passent pas comme prévu. La plupart des monarques hésitent à affronter les Turcs, et Pierre a choisi un moment malheureux pour sa mission, car il s'intéresse aux événements dans le sud, où une guerre sur l'héritage espagnol se prépare. Pierre passe donc une partie de son séjour, pour lequel le nom de grande ambassade a été adopté, dans les docks de la Méditerranée, où il apprend à construire de bons navires.
par exemple à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Mais en 1698, il doit tout abandonner et retourner immédiatement en Russie. Il apprend que les canonniers ont à nouveau organisé une rébellion. Lorsque Pierre revient, la rébellion est matée. Malgré cela, il fait empaler ou torturer environ 200 rebelles et en exile une autre partie en Sibérie. Du point de vue actuel, il est quelque peu paradoxal qu'un monarque aussi cruellement punitif fasse en même temps tout ce qu'il peut pour amener son pays au niveau des normes européennes. Il interdit par exemple aux hommes de porter une longue barbe, ce que le clergé barbu en particulier supporte mal. Beaucoup préfèrent payer une taxe spéciale pour éviter l'obligation de se raser. Mais d'autres impôts, plus douloureux, ont suivi. Par exemple, la soi-disant taxe de tête, qui devait être payée même par les serfs pratiquement sans ressources, qui représentaient 80% de la population russe. Pierre réforme également la structure de l'État. Par exemple, au lieu de la traditionnelle Douma des boyards, il introduit un Sénat. Celui-ci est composé de 10 hommes, tous choisis personnellement par le tsar lui-même. Le nouvel organe est ainsi à sa disposition. Dans les années qui suivent, après la mort du patriarche de Moscou, Pierre refuse de nommer un nouveau chef de l'Église orthodoxe et crée le poste de grand procureur. Ce poste est occupé par un fonctionnaire séculier qui agit également en tant que chef spirituel suprême. Grâce à toutes ces réformes, Pierre acquiert ainsi un pouvoir pratiquement illimité. Le terme d'autocratie a été utilisé en Russie pour désigner ce modèle d'État. Mais Pierre le Grand lui-même souhaite aller plus loin. Ne parvenant pas à trouver des alliés pour la guerre contre l'Empire ottoman, Pierre a conclu une paix temporaire avec les Turcs et en 1699 a uni ses forces avec le Danemark, la Norvège, la République des Deux Nations et la Saxe. C'est ainsi que débute la longue guerre de 21 ans contre la Suède, qui entrera dans l'histoire sous le nom de Grande Guerre du Nord. Face à la coalition russe, se dresse le roi suédois Charles le XII, âgé de seulement 17 ans. Il s'avère être un adversaire plus fort que prévu. Il remporte la bataille de Narva en 1700. Pierre ne se laisse pas décourager. Les Russes se frayent peu à peu un chemin le long de la Neva jusqu'à la mer Baltique, rendant le rêve de Pierre d'une grande flotte russe plus tangible. L'embouchure de la Neva est un endroit stratégiquement avantageux, mais il se trouve pratiquement sur le cercle polaire arctique, au milieu des marécages. Pierre décide néanmoins d'y fonder une nouvelle ville, qui deviendra la vitrine de l'Empire russe. Des milliers d'ouvriers meurent dans la construction de Saint-Pétersbourg, en raison des conditions désespérées. Mais sur les rives de la Baltique, une ville s'élève peu à peu pour devenir une sorte de fenêtre sur l'Occident et envoyer un message clair à l'Europe. Arriérée et militairement incapable, la Russie d'autrefois. Au cours des 10 années suivantes, Pierre réussit à s'impliquer à nouveau avec les Ottomans. En 1709, le sultan Ahmed III abrite le roi suédois blessé et refuse de livrer son allié. Les nouveaux combats se terminent par la signature du traité dit de Prut, qui prive à nouveau la Russie du port d'Azov, après 14 ans. Même la vie personnelle de Pierre le Grand est pleine de rebondissements. Sa première femme, Yevdokia, lui donne 3 enfants, mais seul l'aîné, Alexei, atteint l'âge adulte. En outre, le mariage n'est pas très heureux et, en 1698, Pierre oblige sa femme à se retirer dans un monastère. En 1712, il épouse Catherine Alexevna, fille d'un paysan lituanien d'origine polonaise. Elle s'appelait à l'origine Marta Elena Skawronska, mais après avoir accepté l'orthodoxie, elle changea de nom selon la tradition. Elle a finalement donné naissance à 12 enfants, mais la plupart d'entre eux sont morts rapidement. Seules 2 filles, Anna et Elisabeth, ont atteint l'âge adulte. Mais toutes ces pertes d'enfants ne sont rien comparées à la perte du fils de Pierre, Alexei, le seul enfant survivant de son premier mariage. En 1718, le tsar l'accuse de comploter contre lui. Il le fait torturer et, comme Alexei avoue, il doit être exécuté. Mais il meurt avant que Pierre ne puisse signer la sentence finale. En prison, il succombe aux effets de la torture brutale. Pierre perd ainsi un héritier potentiel, et le pays se demande qui prendra un jour sa place. Nous sommes toujours en 1718. Saint-Pétersbourg est la capitale de la Russie depuis 5 ans, et la guerre du Nord continue.
Mais après 18 ans de combat, les soldats sont fatigués et fuient de plus en plus le front. Pierre élabore donc de nouvelles règles. Chaque homme enrôlé se voit désormais tatouer une croix sur le bras afin que le déserteur soit immédiatement reconnaissable. Et s'il tente de s'enfuir de son régiment, c'est toute son unité qui est battue. La guerre se terminera finalement en 1721 par la signature du traité de Nystad, en vertu duquel la Russie obtiendra le territoire autour de Saint-Pétersbourg et des actuelles Estonie et Lettonie, confirmant ainsi son influence grandissante. Peu de temps après la guerre, Pierre émet une proposition de réforme supplémentaire qui classe l'administration de l'État en 14 catégories distinctes en fonction de la table des rangs. Jusqu'alors, par exemple, les postes de clerc étaient héréditaires. Désormais, ils seront attribués au mérite. Ce changement, qui affecte fondamentalement, par exemple, les soldats, apporte l'amélioration tant attendue de l'appareil bureaucratique et de l'efficacité de l'armée. Les résultats ne se font pas attendre. En 1722 et 23, au cours de la guerre russo-persane, Pierre soumet des villes comme Derbent et Bakou, et l'Empire russe s'étend dans le Caucase, au-delà du Caucase, et dans la région de l'actuel nord de l'Iran. Pierre a maintenant près de 52 ans, et ses problèmes de santé commencent progressivement à le limiter. Au cours de l'été 1724, il subit une opération de la vessie et reste alité pendant plusieurs mois. À l'automne, il commence à se rétablir et participe à nouveau activement à l'exploitation de la terre. La légende raconte qu'au cours d'une de ses tournées, il aperçoit un soldat en train de se noyer et se précipite à son secours. Mais l'eau glacée aggrava ses difficultés, dont il ne se remettra pas cette fois. La véracité de l'histoire de l'assistance héroïque du tsar est contestable, mais ce qui est certain, c'est qu'il a couronné sa femme Catherine impératrice la même année, et au printemps suivant, le 8 avril 1725, Pierre le Grand meurt. La véracité de l'histoire de l'assistance héroïque du tsar est contestable, mais ce qui est certain, c'est qu'il a couronné sa femme Catherine impératrice la même année, et au printemps suivant, le 8 avril 1725, Pierre le Grand meurt. Il réorganise l'armée et la marine, procède à une réforme monétaire, introduit le rouble en argent, crée des orphelinats et augmente rapidement les exportations de marchandises russes. En revanche, le tsar Pierre le Grand n'a pas hésité à assister à la torture de son fils unique ou à sacrifier des milliers de vies pour la construction de la ville de ses rêves. Les rangs des plus pauvres se sont également agrandis et leur situation s'est aggravée. Une chose, cependant, ne peut être refusée à Pierre le Grand. Sous son règne, l'Occident a commencé à considérer la Russie arriérée comme un partenaire égal. C'est une chose que personne avant ou après lui n'avait réussi à faire pendant longtemps.